Elle a dit, je te vois juste comme un ami maintenant. Alors je l'ai traité comme tel, pas de contact physique, pas de projet, pas de priorité. Son visage quand j'ai annulé notre dîner d'anniversaire a tout dit. J'ai 31 ans et je suis avec Chloé depuis 4 ans. Nous vivons ensemble dans un appartement de 3 pièces près du parc de la Tête d'Or à Lyon depuis environ 18 mois maintenant. C'est un de ces immeubles rénovés avec des pierres apparentes et de hauts plafonds qui coûtent bien plus cher qu'ils ne le devraient, mais l'emplacement en vaut la peine. Je peux aller au travail à vélo, dans mon entreprise de technologie financière à la Pardieu. Elle est proche de son travail en marketing et nous sommes à distance de marche de dizaines de restaurants et de bars. Sur le papier, nous avions tout pour nous, un super appartement, des emplois stables, des amis à proximité, des excursions de fin de semaine dans les Alpes. Le genre de vie que les gens publient sur Instagram. Vendredi dernier au soir, cette illusion a été complètement brisée. Je parcourais nonchalamment des annonces de maisons à la Croix-Rousse. Rien de sérieux pour le moment, juste pour me faire une idée du marché, car je pensais que nous achèterions dans l'année à venir. J'ai mentionné pendant le dîner que j'avais vu une maison avec un grand jardin. Je lui ai dit que ce serait parfait pour des enfants un jour, peut-être un chien. Elle a eu cette expression sur le visage, ce sourire crispé et répété que les gens font quand ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils répètent sous la douche depuis des semaines. Elle m'a demandé si nous pouvions parler, vraiment parler, de la direction que nous prenions. J'ai posé ma fourchette et lui ai accordé toute mon attention. Cela semblait important. Elle a pris une profonde inspiration et s'est lancée dans ce qui était clairement un discours préparé. Elle avait beaucoup réfléchi à notre avenir. Elle a dit qu'elle m'aimait. Vraiment. Mais elle ne voulait pas se marier juste pour cocher une case que la société attendait. Elle n'était pas sûre de vouloir des enfants un jour. Peut-être jamais. La façon dont elle a dit, peut-être, était si définitive que cela aurait tout aussi bien pu être, certainement jamais. Je lui ai demandé directement si elle disait qu'il n'y avait aucun projet de mariage. Elle a confirmé, aucun projet. J'ai posé une question spécifique sur les enfants. Elle a dit qu'elle ne pensait pas être faite pour être mère, que l'idée la rendait anxieuse, qu'elle se sentait ainsi depuis des mois mais n'avait pas su comment me le dire. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme la fumée d'une bougie que l'on vient de souffler. J'ai alors posé la question évidente, si elle voulait rompre. Elle a dit non immédiatement, presque paniquée. Sa voix est devenue plus aiguë, plus rapide. Elle aimait ce que nous avions en ce moment, a-t-elle insisté. Elle aimait vivre avec moi, passer du temps avec moi, notre vie ensemble. Elle avait juste besoin que j'arrête de lui mettre la pression avec tous ses plans d'avenir, toutes ses recherches de maison, les commentaires sur les enfants, les questions sur les échéances. Elle voulait continuer à vivre ensemble, à être ensemble, à faire toutes les choses que nous faisons, juste sans le poids des attentes sur l'issue de tout cela. Je suis resté assis là, à digérer cela en silence. J'avais en face de moi quelqu'un qui me disait vouloir une situation d'attente indéfinie. Je voulais un mariage dans les 2 ans et des enfants avant mes 35 ans. Ce n'étaient pas des objectifs abstraits. J'ai déjà 31 ans. Ma sœur a un enfant de 3 ans. Mes parents ne cessent de demander quand ils auront d'autres petits-enfants. Chloé voulait continuer à jouer à la petite famille sans jamais signer le bail. Je l'ai remerciée d'être honnête sur ce qu'elle voulait et je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir à ce que cela signifiait pour moi. Elle a semblé véritablement soulagée, comme si elle s'attendait à une dispute et était reconnaissante que je sois si raisonnable. Elle m'a même serré dans ses bras avant d'aller regarder quelque chose sur Netflix. Je suis resté à la table de la cuisine pendant encore 1 heure, à fixer mon assiette. Samedi matin, elle a redoublé d'honnêteté. Nous buvions notre café sur le canapé et elle m'a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux après avoir été transparente avec moi. Elle appréciait que je ne me sois pas mis en colère ou sur la défensive. Puis elle en a ajouté. Elle avait l'impression que nous étions devenus, plutôt des meilleurs amis qui vivent ensemble, ces derniers temps. Elle a dit que l'étincelle n'était plus la même de son côté. Elle m'aimait toujours, absolument, mais d'une manière différente maintenant, plus confortable, plus installée. Elle voulait être authentique avec moi et ne pas feindre une passion qu'elle ne ressentait plus. Elle a même dit qu'elle pensait que cette honnêteté rendrait notre relation plus forte, que nous pourrions construire quelque chose de plus vrai, maintenant. Je suis resté assis là, tenant ma tasse de café, et quelque chose s'est mis en place dans ma tête. J'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne voulait pas de mon avenir, qui ne ressentait plus d'amour romantique pour moi, mais qui s'attendait à ce que je continue de jouer le rôle du petit ami dévoué alors qu'elle se sentait comme ma colocataire.
Elle voulait que je continue à faire toutes les choses d'un petit ami, la planification, le romantisme, le travail émotionnel, le soutien financier, pendant qu'elle profitait des avantages sans aucun engagement ni sentiment réciproque. Je l'ai remerciée d'être si honnête et je lui ai dit que cela clarifiait vraiment les choses pour moi. Elle a souri et m'a serré la main affectueusement avant de se lever pour prendre une douche. J'ai entendu l'eau couler et j'ai pris ma décision. Si elle voulait être une amie qui vit avec moi, je la traiterais exactement comme ça. Dimanche matin, j'ai annulé notre réservation d'anniversaire au restaurant Tête d'Oie. Nous devions y aller le mois prochain pour notre 4e anniversaire, et j'avais réservé 6 semaines à l'avance parce que cet endroit se remplit vite. C'est l'un des meilleurs restaurants de Lyon, le genre d'endroit où l'on va pour les grandes occasions. Annuler semblait significatif mais approprié. Les amis ne célèbrent pas les anniversaires de relations. Je l'ai également retiré de mon abonnement familial Spotify. Cela m'a fait économiser 11 € par mois. Une petite chose, mais ça s'additionnait. J'ai parcouru mon navigateur et supprimé toutes les annonces de maisons que j'avais sauvegardées dans divers quartiers, la Croix-Rousse, Fourvière, les Brotteaux. Tous ces petits rêves de l'endroit où nous pourrions construire une vie ensemble, disparus en quelques clics. Et j'ai délibérément sauté ma course habituelle du samedi matin à la boulangerie du parc, où j'allais chercher ces viennoiseries aux pralines préférées chaque week-end depuis 1 an. C'était un truc de petit ami. Les amis ne font pas de course spéciale à la boulangerie. Lundi matin, il n'y a pas eu de baiser de bonjour. J'avais l'habitude de l'embrasser sur le front avant de partir travailler. Plus maintenant. Pas de texto non plus quand je suis parti tôt pour une réunion. J'avais l'habitude de lui envoyer des petits messages tout au long de la journée. Bonjour, ma belle. Je pense à toi. J'espère que ta présentation se passera bien. Tous ces petits liens qui nous maintenaient connectés pendant la journée de travail. J'ai tout arrêté. Quand elle m'a envoyé un texto vers 15 h pour me demander ce que je voulais pour le dîner, j'ai répondu que je prendrais quelque chose en rentrant, mais merci de demander. Poli, amical, le genre de réponse que l'on donnerait à un colocataire. En fait, je suis allé prendre un verre avec des collègues après le travail, ce que je n'avais pas fait depuis des mois parce que je me dépêchais habituellement de rentrer pour passer du temps avec elle. Je suis rentré vers 21 h, agréable mais distant. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, et j'ai donné des réponses brèves et amicales. Rien de froid, juste le genre de conversation anodine qu'on aurait avec quelqu'un avec qui on partage un appartement mais dont on n'est pas particulièrement proche. Cette nuit-là, je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Je lui ai dit que j'étais fatigué et que je voulais lire sans la déranger. Elle a eu l'air confuse mais n'a pas insisté. Je suis resté allongé dans le noir, pensant à toute l'énergie émotionnelle que j'avais dépensée pour quelqu'un qui me voyait juste comme un ami. Mardi, j'ai mis à jour mes profils sur les applications de rencontres. Je ne les ai pas activés ni commencé à balayer les profils, mais j'ai rafraîchi les photos et mis à jour ma biographie, de nouvelles photos de randonnées récentes, des informations professionnelles à jour, une description modifiée pour être plus honnête sur mon désir d'un véritable partenariat avec quelqu'un qui voulait le mariage et les enfants. J'ai laissé mon ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant que je faisais du café. Elle est passée, a jeté un coup d'œil à l'écran, et son visage est devenu complètement blême. Est-ce que tu romps avec moi? Tu as dit que tu voulais ce que nous avons maintenant. Je ne fais que me recalibrer pour correspondre à ton énergie et à ta vision de notre avenir, qui est une absence d'avenir. Nous sommes toujours ensemble. Ensemble, oui, mais tu n'es pas amoureux de moi et tu ne veux pas d'avenir. Donc, je traite cette relation comme ce qu'elle est réellement, temporaire et sans engagement. Elle a essayé de soutenir que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, que je réagissais de manière excessive, qu'elle avait juste besoin d'espace, pas d'un changement complet dans notre relation. Mais j'en avais fini d'interpréter, de traduire et d'essayer de lire entre les lignes. Elle avait été très claire sur ses sentiments et ses désirs. Je répondais simplement en conséquence, en m'alignant sur son énergie exactement comme elle l'avait demandé. Mercredi, elle a suggéré un dîner et un film. Un rendez-vous galant, comme elle l'a appelé. J'ai accepté mais j'ai dit que nous devrions inviter des gens, que nous n'avions pas fait de sortie en groupe depuis un moment. J'ai envoyé un texto à 3 collègues. Nous nous sommes tous retrouvés à la commune, cet endroit près de la gare avec des stands de nourriture. Superbe vue sur la ville. J'ai payé pour mes ramen du stand japonais. Elle a payé pour ses tacos. Je l'ai traité comme un membre du groupe, pas comme mon rendez-vous. J'ai fait des blagues avec mes collègues,
parler d'un projet au travail, et je l'ai à peine regardé. Elle a à peine parlé de toute la soirée, se contentant de picorer sa nourriture et de regarder son téléphone. Jeudi, j'ai fait ce que tout bon ingénieur logiciel ferait face à un problème complexe, j'ai créé une feuille de calcul. Je suivais nos dépenses communes de manière assez souple, en utilisant une application de partage des frais pour certaines choses mais pas pour tout. Et quand je me suis assis et que j'ai tout mis à plat, les chiffres étaient absolument stupéfiants. Au cours des 18 derniers mois de vie commune, j'avais payé 1 700 € de loyer alors qu'elle en payait 780. Une certaine disparité avait du sens car j'avais la chambre principale avec le petit coin bureau où je pouvais travailler à domicile, mais l'écart était significatif. J'avais également couvert 100% de nos charges, électricité, gaz, internet, eau, tout. Je payais environ 70% de nos courses parce que je gagnais plus et que cela semblait juste à l'époque. Je payais environ 90% quand nous sortions manger parce que je prenais généralement l'addition sans y penser. Je couvrais probablement 85% des frais de divertissement, billets de concert, entrées de musée, cinéma, notes de bar. Je l'avais ajouté à ma police d'assurance automobile, ce qui lui faisait économiser environ 75 € par mois par rapport à ce qu'elle payait auparavant. J'avais acheté nos 2 forfaits de ski saisonnier pour les arcs à 760 € chacun parce que je voulais que nous passions plus de temps ensemble à la montagne. J'avais financé environ 75% de notre voyage dans les gorges du Verdon au printemps dernier et 100% de notre week-end à Bordeaux l'automne dernier parce qu'elle était à court d'argent les 2 fois. Quand j'ai tout additionné, l'écart total sur 18 mois s'élevait à environ 17 000 € de plus dépensés par mois. 17 000 €. J'ai fixé ce chiffre pendant un long moment. J'ai rédigé un message décrivant un nouvel arrangement financier pour l'avenir. Le loyer serait réparti proportionnellement à nos revenus, puisqu'elle gagne environ 60% de ce que je gagne. La nouvelle répartition serait donc de 1 300 € pour moi et 1 200 € pour elle. Toutes les charges seraient partagées à 50-50 à l'avenir. Les courses seraient à 50-50, ou nous achèterions simplement notre nourriture séparément. Tous les divertissements et les sorties au restaurant seraient complètement séparés. Et je l'avais déjà retiré de ma police d'assurance automobile, à compter du mois prochain. Je l'ai envoyé. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. C'est complètement insensé. C'est juste. Tu es mesquin. Nous avons toujours fait comme ça. C'était quand j'investissais dans notre avenir commun, quand je pensais que nous construisions quelque chose. Comme nous n'avons pas d'avenir et que tu me vois juste comme un ami, c'est l'arrangement approprié pour 2 personnes qui sortent ensemble de manière décontractée. Elle m'a raccroché au nez. Je l'ai entendu claquer la porte de sa chambre. Vendredi soir, elle a clairement essayé de sauver les choses avec un geste romantique. Elle m'a envoyé un texto me demandant de la retrouver à nouveau à la commune. Elle a dit qu'elle nous avait déjà pris une table. Quand je suis arrivé, elle était bien habillée, une belle robe, maquillée, coiffée. Elle nous avait réservé cette table d'angle avec la meilleure vue sur la ville. Le coucher de soleil commençait à peine, tout orange et rose. Je suis arrivé en tenue de sport avec un livre sous le bras. J'ai commandé juste un apéritif et une bière et j'ai payé uniquement pour mes articles. J'étais amical et agréable, mais j'ai traité cela exactement comme un repas avec un collègue. J'ai lu quelques pages de mon livre entre 2 bouchées. J'ai mentionné que je pensais faire un voyage entre mecs à Marseille le mois prochain avec des amis de l'université. Pourquoi te comportes-tu comme ça? Comme quoi? Froid. Distant. Comme si je ne comptais pas, je m'aligne sur ton énergie. Tu nous vois comme des amis qui vivent ensemble. Je te traite en conséquence. C'est comme ça que je traite n'importe quel ami. Nous ne sommes pas juste des amis. Alors, que sommes-nous? Tu m'as explicitement dit que tu ne m'aimes pas de façon romantique. Tu m'as dit que tu ne voulais pas d'avenir avec moi. Tu as dit que tu nous voyais plus comme des meilleurs amis. Comment appellerais-tu ça si ce n'est pas de l'amitié? Elle n'avait pas de réponse. Elle fixait simplement sa nourriture intacte. Le véritable électrochoc est arrivé ce week-end-là. La fête des mères approchait dans quelques semaines, et je passe habituellement cette journée à naviguer entre nos 2 familles, le matin avec la mienne, le soir avec la sienne, ou vice-versa, selon l'année. C'était toujours toute une organisation, très axée sur le couple. Dimanche matin, je lui ai dit nonchalamment que je partais à Paris voir ma mère, départ jeudi, retour lundi. Est-ce que je devrais venir avec toi? C'est un truc de partenaire. J'y vais seul cette année. Ta mère s'attend à me voir.
Elle va poser des questions. Je lui ferai savoir que nous sommes à une étape différente maintenant. Je suis sûr qu'elle comprendra. J'ai vu la prise de conscience se dessiner sur son visage en temps réel. Ma famille demanderait pourquoi elle n'était pas là. Elle devrait expliquer à sa propre mère pourquoi elle n'était plus incluse dans les plans de ma famille. Les réseaux sociaux me montreraient avec ma famille à un déjeuner tardif chez ma mère, tout cela sans elle. C'est à cela que ressemblait réellement une relation, décontractée, en pratique, et elle le voyait clairement pour la première fois. Fini le mélange des familles, fini les vacances partagées, fini de faire partie de la vie plus large de l'autre. Quand je suis rentré lundi après-midi, l'appartement était impeccable. Elle avait tout nettoyé à fond, passé l'aspirateur, fait la poussière, nettoyé les salles de bain, organisé la cuisine. Il y avait un bœuf bourguignon au four, la recette de sa mère qui prend des heures à préparer et pour laquelle elle prétendait habituellement ne pas avoir le temps. Sur le comptoir se trouvait une bouteille de whisky Yamazaki 12 ans à 110 €, mon préféré que je n'achetais que pour les occasions spéciales. Elle portait un peignoir, et je pouvais voir de la lingerie en dentelle noire en dessous quand elle bougeait. Je l'ai sincèrement remercié d'avoir nettoyé l'appartement et lui ai dit que c'était super. J'ai mangé une portion normale du bœuf bourguignon et j'ai mis le reste dans des contenants en verre pour mes repas de la semaine. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai fait un virement Lydia de 55 € avec la note « Partage whisky ». Quand elle s'est approchée de moi, touchant mon bras, essayant clairement d'initier une intimité physique, j'ai reculé doucement. Je ne suis pas à l'aise d'être intime avec quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi et ne veut pas d'avenir ensemble. Nous faisons l'amour depuis 4 ans. Oui. Quand je pensais que nous construisions quelque chose. Quand je pensais que nous étions amoureux. Ça a changé. Son visage s'est décomposé, et j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais je suis resté ferme. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de nous respecter tous les deux assez pour reconnaître ce que nous avions vraiment au lieu de prétendre que c'était autre chose. Mardi soir, sa meilleure amie, Inès, m'a demandé de la retrouver pour un verre, juste nous deux. Nous sommes allés au bar sur le toit du Sucre. Elle avait clairement été envoyée en émissaire. Elle nous a commandé des mojitos à tous les deux, puis s'est lancée dans ce qui était de toute évidence un discours préparé. Chloé traversait une période difficile, a-t-elle expliqué, une sorte de crise de la trentaine ou d'anxiété liée à l'engagement. J'étais inutilement dur en me retirant si complètement. Tout le monde ne voulait pas du chemin traditionnel du mariage et des enfants, et cela ne rendait pas les sentiments de Chloé invalides. Je la punissais d'avoir été vulnérable et honnête avec moi sur où elle en était émotionnellement. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai posé 3 questions. Est-ce que son petit ami continuerait à sortir avec elle si elle lui disait qu'elle ne l'épouserait jamais? Silence. Resterait-elle avec quelqu'un qui lui a explicitement dit que l'étincelle romantique avait disparu? Plus de silence. Combien de temps pensait-elle que je devais continuer à tout investir dans quelqu'un qui a directement déclaré ne pas vouloir d'avenir avec moi? Elle n'a répondu à aucune d'elles. Je veux des enfants, ai-je dit finalement. J'ai 31 ans. Chaque année que je passe avec Chloé est une année où je ne trouve pas quelqu'un qui veut vraiment construire une vie avec moi. Elle a fait son choix sur ce qu'elle veut. Je fais le mien. Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. Inès a regardé son mojito. Je comprends. Vraiment. Mais c'est ma meilleure amie, et elle est malheureuse. Alors peut-être devrait-elle réfléchir à la raison pour laquelle elle est malheureuse. Je lui ai donné exactement ce qu'elle disait vouloir. Nous avons fini nos verres dans un silence gêné. Mercredi après-midi, le frère de Chloé, Guillaume, m'a appelé directement. J'ai été surpris parce que nous n'étions pas particulièrement proches, juste amicaux lors des réunions de famille. Il m'a dit que lui et sa femme attendaient des jumeaux. Il venait de l'apprendre. Il y avait un dîner de famille ce dimanche pour fêter ça avec les 2 couples de parents. Leur mère lui avait demandé pourquoi Chloé ne m'amenait pas. Apparemment, Chloé avait dit à toute sa famille que nous traversions juste une mauvaise passe, mais que nous y travaillions. Le genre de choses habituelles dans une relation. Nous ne travaillons sur rien, ai-je dit clairement. Chloé m'a dit qu'elle ne voulait ni mariage ni enfant et qu'elle n'était plus amoureuse de moi. Je respecte son choix en prenant du recul par rapport à la relation. Long silence à l'autre bout du fil. Mec. Ma femme a dit à Chloé qu'elle était folle quand elle a mentionné certaines de ces choses. Nous pensions honnêtement qu'elle plaisantait ou exagérait. Elle ne plaisantait pas, autre pause. Écoute, je ne devrais probablement pas dire ça,
mais toute notre famille pense qu'elle s'auto-sabote. Ma femme est furieuse contre elle. Notre mère n'arrête pas de se demander à quoi elle pense. Si ça peut t'aider, nous sommes de ton côté. Cela m'a aidé, en fait, plus que je ne l'aurais cru. Jeudi a apporté la véritable crise, celle qui a rendu tout limpide. Le MacBook Pro de Chloé est complètement mort. Il ne s'allumait plus, ne chargeait plus totalement hors service. Elle en avait besoin pour son travail, elle travaillait dessus tous les jours. L'Apple Store a dit que la réparation coûterait 740 € ou 1100 € pour le remplacer par un modèle actuel. Elle n'avait pratiquement aucune économie. Je le savais parce que nous avions parlé de finances auparavant. Elle avait peut-être 370 € sur son compte courant et pratiquement rien en épargne. Sa carte de crédit n'avait qu'une limite de 460 € et était déjà au maximum de divers achats. Elle n'avait vraiment aucun moyen de couvrir cette dépense. Au cours des 2 dernières années, j'avais couvert environ 2750 € de ses urgences financières, un traitement de canal d'urgence à 1300 € l'année dernière quand elle n'avait pas de mutuelle dentaire, une réparation de voiture à 830 € il y a environ 8 mois quand sa transmission faisait des siennes, 550 € quand elle était à court de loyer pendant la basse saison à son travail et ne pouvait pas effectuer le paiement complet. Son texto est arrivé jeudi après-midi, « Peux-tu me prêter pour l'ordinateur portable ? Je te rembourserai dès que possible. Je ne peux littéralement pas travailler sans. Je ne peux pas faire ça. C'est une dépense de niveau partenaire. Tu devrais essayer de demander un crédit à la consommation ou peut-être demander de l'aide à tes parents. » Mon téléphone a sonné immédiatement. Elle était au bord des larmes. Tu m'aides toujours avec ce genre de choses. Tu sais que je n'ai pas l'argent. J'aidais ma petite amie avec ses urgences financières. Mais tu n'es pas ma petite amie dans un sens significatif. Tu es quelqu'un avec qui je sors de manière décontractée et qui ne veut pas d'avenir avec moi. C'est fondamentalement différent. Je ne suis pas cruel. Je pose des limites. Tu es sérieux en ce moment ? Tu vas vraiment me laisser perdre mon travail pour ça ? Tu ne vas pas perdre ton travail. Tu as des parents qui peuvent t'aider. Tu as une banque à laquelle tu pourrais postuler. Tu as des options. Je n'en suis juste plus une. Elle m'a traité d'égoïste et a raccroché. Elle a finalement dû emprunter l'argent à ses parents. Je le sais parce que je l'ai entendu au téléphone avec sa mère plus tard dans la soirée. Sa mère a demandé pourquoi je ne l'aidais pas comme d'habitude. Je pouvais entendre Chloé s'embrouiller pour expliquer à travers le mur. Son récit soigneusement construit s'effondrait. Samedi après-midi, Chloé a tenté une autre approche. Elle m'a coincé dans la cuisine et a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais vraiment dit qu'elle ne m'aimait pas. Je déformais ses paroles, les sortais de leur contexte. Tout ce qu'elle voulait, c'était un peu d'espace face à la pression de la planification constante de l'avenir. Elle voulait ralentir, pas s'arrêter complètement. Je réagissais de manière excessive et j'étais délibérément cruel. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de notes. J'avais commencé à documenter les conversations importantes après notre première discussion, juste pour avoir de la clarté pour moi-même. Je lui ai relu mot pour mot ce qu'elle avait dit, les phrases exactes sur le fait de ne pas vouloir de mariage ou d'enfant, de se sentir plus comme des amis que des amants, que l'étincelle avait disparu de son côté. Puis je lui ai montré le texto que je l'avais vu envoyer à Inès le premier soir. Je l'avais vu par-dessus son épaule pendant qu'elle tapait sur le canapé, celui où Chidé dit « J'ai enfin dit à Antoine que je ne vois pas d'avenir avec mariage ou enfant. Je me sens tellement mieux d'être honnête. J'espère qu'il comprendra. Tu as documenté nos conversations privées ? Je me suis souvenu de ce que tu m'as dit. Oui. Les textos sont tes propres mots à quelqu'un d'autre. » Elle s'est mise en colère alors. Vraiment en colère. C'est de la manipulation. Tu déformes tout. Vraiment ? Tu as dit ces choses. J'ai les preuves. Alors, soit tu mentais à ce moment-là, soit tu mens maintenant. Lequel des deux ? Elle ne pouvait pas répondre à cela. Elle est restée là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Dimanche, elle a sorti l'artillerie lourde. Elle a publié sur Instagram et Facebook des messages vagues mais clairement à mon sujet. Quelque chose sur le fait de découvrir qui est vraiment quelqu'un quand on est vulnérable avec lui. Sur la manipulation émotionnelle déguisée en limite. Sur les gens qui punissent l'honnêteté. Elle ne m'a pas nommé, mais quiconque nous connaissait saurait exactement de qui elle parlait.
ses amis ont inondé les commentaires en moins d'une heure, des messages de soutien sur le fait qu'elle méritait mieux, que le comportement de contrôle était un signal d'alarme, que le refus d'affection était de la violence psychologique. Une amie a même commenté que le contrôle financier était une tactique d'abus classique. La publication a reçu des dizaines de j'aime et de commentaires de sympathie. J'étais complètement diabolisé, et je n'avais même pas été nommé. Je n'ai pas répondu publiquement, je n'ai pas commenté, je n'ai pas publié ma propre version des faits. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message privé aux 5 ou 6 amis communs qui m'avaient contacté pour savoir si j'allais bien. Je leur ai envoyé le contexte complet, des captures d'écran des textos de Chloé disant qu'elle ne voulait pas d'avenir, le détail financier montrant que j'avais payé 17 000 € de plus qu'elle en 18 mois, et une chronologie claire des événements montrant que j'avais simplement ajusté mon comportement pour correspondre à ce qu'elle avait demandé. Le changement s'est produit plus vite que je ne l'imaginais. En environ 6 heures, sa publication a été supprimée. Plusieurs de ses amis l'avaient apparemment contacté en privé avec des questions. Un ami commun, Romain, avait même commenté publiquement avant qu'elle ne retire la publication. Il avait écrit quelque chose comme « Attends, tu lui as dit que tu ne veux pas l'épouser ni avoir d'enfant, et tu es contrarié qu'il traite la relation comme temporaire ? Je suis confus. » Ce commentaire a reçu beaucoup de j'aime avant que tout ne disparaisse. Le récit s'était inversé. Les gens remettaient en question sa version des faits. La foule s'était retournée. Lundi soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé les parents de Chloé assis sur notre canapé dans notre appartement. Ils étaient montés de Grenoble, à environ 1 heure de route. J'ai été complètement pris au dépourvu. Chloé les avait appelés ce matin-là. Elle leur avait dit que je traversais une sorte de crise de santé mentale, que j'étais soudainement devenu froid, distant et calculateur, que je ne communiquais pas correctement, que j'agissais de manière erratique, et qu'elle était sincèrement inquiète pour mon bien-être. Elle les avait convaincus de venir pour une intervention. Sa mère s'est levée quand je suis entré. « Chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais des difficultés ? Nous n'avions aucune idée que tu traversais une période si difficile. » J'ai regardé Chloé, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Puis j'ai posé mon sac de travail et je me suis assis calmement. J'ai expliqué la situation clairement et complètement. Chloé m'avait pris à Paris il y a 2 semaines et m'avait dit qu'elle ne voulait jamais se marier ni avoir d'enfant. J'ai vu les visages de ses parents se décomposer. Ils demandaient des petits-enfants depuis 2 ans. Chloé m'avait ensuite dit qu'elle n'était plus amoureuse de moi et nous voyait plus comme des meilleurs amis qui vivent ensemble. J'avais accepté cette information et ajusté la façon dont je traitais la relation en conséquence. Elle était maintenant contrariée que je n'agisse plus comme son partenaire engagé alors qu'elle avait explicitement dit qu'elle ne voulait pas de ce genre d'avenir avec moi. Son père, Didier, a regardé directement sa fille. « Est-ce vrai ? Lui as-tu dit ces choses ? » Chloé a immédiatement commencé à faire marche arrière. Elle avait juste été honnête sur ses sentiments à ce moment-là. Elle était confuse, peut-être un peu déprimée. Elle traversait une période difficile. Elle ne le pensait pas comme ça sonnait. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les textos, ceux où Chloé avait dit à Inès qu'elle m'avait lâché la bombe sur l'avenir, et se sentait soulagée d'être enfin honnête, ceux où elle avait dit qu'elle avait besoin que j'arrête de lui mettre la pression sur les échéances. Sa mère, Pascal, a utilisé le nom complet de Chloé. Chloé Anne Durand. Tu as dit à cet homme que tu ne veux pas l'épouser, et tu es contrarié qu'il t'ait cru. Je leur ai également montré les relevés financiers, la feuille de calcul avec l'écart de 17 000 €. Ils n'ont pas demandé à la voir, mais je voulais qu'ils comprennent toute l'étendue de ce qui se passait, que je subventionnais le style de vie de leur fille pendant qu'elle me disait qu'elle ne m'aimait pas. Son père s'est levé brusquement. Antoine, tu as été plus que patient ici, plus que juste. Il s'est tourné vers Chloé avec une déception évidente sur son visage. Nous t'avons élevé mieux que ça. Ils sont partis en quelques minutes. Ils ont juste rassemblé leurs affaires et sont sortis. La mère de Chloé lui a lancé un long regard avant de partir, un mélange de pitié et de frustration. Après leur départ, Chloé est restée au milieu du salon, l'air pâle et tremblante. Elle n'a rien dit, a fini par marcher jusqu'à sa chambre et a fermé la porte. Mardi soir, vers 23 h, je travaillais dans mon bureau quand j'ai entendu frapper doucement. Chloé est entrée. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise par terre et m'a finalement dit la vérité. Elle avait lu un article, un billet de blog ou une chronique de conseils sur la dynamique des relations, le pouvoir et la poursuite.
il était dit quelque chose sur le fait que les femmes ne devraient pas courir après les hommes, qu'elles devraient les faire prouver leur valeur, que prendre ces distances poussait les hommes à investir davantage. Elle avait pensé que si elle me repoussait un peu, me disait qu'elle n'était pas sûre de notre avenir, je me battrais plus fort pour la garder. Elle voulait que je la demande en mariage, mais elle voulait se sentir désirée d'abord. Convoitée. Choisie. Elle testait pour savoir si je l'aimais vraiment. Elle s'attendait à ce que je prépare des gestes romantiques élaborés pour prouver pourquoi elle devrait vouloir un avenir avec moi, pour la convaincre de ma valeur, pour me montrer par des actions que j'étais le bon. Au lieu de cela, j'ai simplement pris ses paroles au pied de la lettre et je me suis adapté en conséquence. Je pensais que tu te battrais pour moi, a-t-elle dit doucement. Que tu préparerais quelque chose d'incroyable. Que tu me montrerais pourquoi je devrais vouloir passer ma vie avec toi. Je voulais que tu me fasses sentir assez spécial pour dire oui. Au lieu de ça, tu es juste parti. Je ne suis pas parti. Je suis assis ici même. Mais je ne vais pas convaincre quelqu'un de m'aimer. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations saines. Et si je disais maintenant que je veux me marier, que je veux des enfants? Que j'avais tort. Je te demanderais si tu veux vraiment ces choses ou si tu veux juste remettre les compteurs à zéro et réessayer. Et dans tous les cas, je dirais toujours non. Tu as mis mon amour à l'épreuve au lieu de le chérir. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui joue avec notre avenir. Elle a pleuré plus fort alors, mais je n'ai rien ressenti. Aucune envie de la réconforter. Aucune culpabilité, aucune seconde pensée, juste une clarté absolue sur le fait que je prenais la bonne décision. Mercredi matin, elle a commencé à faire ses cartons. Ses parents lui avaient proposé de rester temporairement dans leur sous-sol jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement. L'appartement était étrangement silencieux. Pas de dispute, pas de drame, juste le son de ses déplacements dans les pièces, décidant ce qui était à elle et ce qui était à moi. Elle pleurait de temps en temps, mais silencieusement. Je suis resté serviable mais distant. Je me suis assuré qu'elle avait des boîtes et je l'ai aidé à porter les choses lourdes jusqu'à sa voiture. Nous avons partagé nos biens communs équitablement, bien qu'il n'y ait honnêtement pas grand-chose qui soit vraiment une propriété commune. Jeudi soir, alors qu'elle emballait la chambre, elle a trouvé quelque chose, l'écrin d'une bague de fiançailles rangée tout au fond de mon placard, derrière mes manteaux d'hiver. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de mon bureau, le tenant à deux mains, le fixant comme s'il allait exploser. Tu allais me demander en mariage? Oui. Je l'avais prévu depuis environ 2 mois. Pour ton dîner d'anniversaire le mois prochain chez Ted Doigts, ce restaurant que tu voulais essayer. J'avais tout organisé. C'est une bague à 3 900 € de chez Mayer, au centre-ville, au fait. Taille coussin, monture en platine. J'ai passé des semaines à la choisir. Son visage est devenu complètement blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Elle avait détruit la chose même qu'elle essayait de me manipuler pour que je fasse. La bague qu'elle voulait qu'on la supplie d'accepter était déjà achetée. La demande en mariage pour laquelle elle me testait était déjà méticuleusement planifiée. Elle avait saboté son propre avenir, réduit en cendres ce qu'elle prétendait vouloir. Elle ne pouvait même pas parler, elle a juste reposé délicatement la boîte sur mon bureau avec des mains tremblantes et a quitté la pièce. Je l'ai entendue pleurer dans la salle de bain pendant un long moment après ça. Samedi après-midi, ma sœur Juliette est venue de Clermont-Ferrand avec sa fille de 3 ans, Emma. Nous avons pris des sandwichs chez Paul et nous nous sommes promenés dans le parc de la Tête d'Or. Le temps était parfait, ce soleil cristallin de la région qui rend tout net et vif. Juliette m'a dit que je semblais différent. Plus léger, a-t-elle dit. Je me sens plus léger, ai-je admis. J'ai retrouvé ma tranquillité d'esprit. Mon compte en banque se porte déjà mieux. J'ai de l'énergie à investir en moi-même au lieu de la déverser dans quelqu'un qui ne me le rendait pas. J'ai une vision claire de ce que je veux vraiment. Et j'ai retrouvé mon amour-propre. Juliette a ri, ce rire sec qu'elle a quand quelque chose est à la fois drôle et terrible. Parfois, les ordures se sortent toutes seules. Emma a tiré sur ma main. Tonton Antoine, où est mademoiselle Chloé? Elle est chez elle maintenant, ma chérie. D'accord. Emma est immédiatement retournée chasser les pigeons dans l'herbe, complètement imperturbable. Les enfants sont résilients comme ça. Ils acceptent le changement et passent à autre chose. J'aurais été un bon père. J'aurais encore cette chance d'être un bon père, mais pas avec Chloé. Dimanche matin, Chloé est passée chercher sa dernière boîte d'affaires, quelques livres, une lampe,
un truc de cuisine au hasard qu'elle avait décidé de vouloir finalement. Nous sommes restés un moment dans l'embrasure de la porte, cet espace étrange et intermédiaire entre ce qui fut et ce qui ne serait plus jamais. Je t'ai vraiment aimé, tu sais. Peut-être, mais pas assez pour construire une vie avec moi. Pas assez pour chérir ce que nous avions au lieu de le mettre à l'épreuve. Et si j'allais en thérapie, si je travaillais vraiment sur mes problèmes d'engagement et ma peur de l'avenir? Envisagerais-tu de réessayer? Tu devrais absolument le faire pour toi-même et pour la personne avec qui tu seras ensuite. Mais ce ne sera pas moi. Ce bateau a levé l'ancre. Est-ce que tu me détestes? Non, sincèrement non. J'espère même que tu trouveras ce que tu veux et que tu trouveras quelqu'un qui veut les mêmes choses. Mais je sais ce que je veux maintenant. Et ce n'est pas de passer ma vie à me demander si ma partenaire me teste ou si elle pense vraiment ce qu'elle dit. Penseras-tu au moins, si je change vraiment? Non, je n'y penserai pas. J'avance dans ma vie. J'ai déjà une visite prévue pour une maison à la Croix-Rousse la semaine prochaine. 4 pièces, grand jardin, bon secteur scolaire. Je vais construire la vie que je veux avec quelqu'un qui veut vraiment la construire avec moi. Elle m'a regardé un long moment, et j'ai pu voir la reconnaissance s'installer enfin dans ses yeux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. Je ne jouais pas les difficiles ni n'essayais de lui donner une leçon. J'en avais juste complètement, sincèrement, fini. Elle m'avait perdu, non pas dans une explosion dramatique, mais d'une manière silencieuse et permanente. Elle a hoché la tête une fois, a pris sa boîte et est allée à sa voiture. Je l'ai regardée s'éloigner et n'ai ressenti qu'un immense soulagement. 6 semaines plus tard, je fais mon jogging habituel autour du parc de la Tête d'Or un dimanche matin. C'est un de ces jours absolument parfaits. La température est aux alentours de 22 degrés, pas un nuage dans le ciel bleu vif. Tout a cette qualité nette et propre qui vous rend reconnaissant d'être en vie. Je cours mon parcours habituel quand je vois Chloé avec Inès à un cours de yoga en plein air sur la grande pelouse. Elles sont en posture du chien tête en bas ou du guerrier, ou quelque chose comme ça. Nos regards se croisent à environ 50 mètres de distance. Je fais un bref signe de la main polie. Elle me répond de la main. Petit, poli, distant. 2 personnes qui se connaissaient et qui ne se connaissent plus. Je continue de courir. J'ai eu 3 vrais rendez-vous depuis qu'elle a déménagé. Tous avec des femmes différentes. Tous bien. Aucun n'a encore vraiment accroché. Mais l'une d'entre elles, Amélie, est vraiment prometteuse. Nous allons reprendre un café ce mardi. Elle est kinésithérapeute, elle a sa vie en main, et lors de notre premier rendez-vous, elle a mentionné qu'elle voulait absolument des enfants un jour. Imaginez ça, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et le dit clairement. J'ai fait une offre sur une maison à la Croix-Rousse il y a 2 semaines. 4 pièces, cuisine rénovée, un jardin avec des arbres matures, et de la place pour une aire de jeu un jour. C'est en attente d'inspection en ce moment, mais la vente devrait être finalisée d'ici 1 mois. J'ai renoué avec des amis que j'avais complètement laissés de côté pendant que j'étais occupé à essayer de construire un avenir avec quelqu'un qui n'en voulait pas. J'ai eu une soirée entre mecs le week-end dernier qui a duré jusqu'à 2 heures du matin. Je n'avais pas fait ça depuis des années. J'ai commencé ce cours de menuiserie à l'atelier bois de Lyon dont je parlais depuis littéralement 2 ans. Chloé a toujours pensé que c'était un gaspillage d'argent, disait que je ne m'y tiendrais jamais. J'en suis à mon 3e cours et je travaille déjà sur une table basse. Il s'avère que je suis plutôt doué pour ça.